Semaine chargée pour les technos, on a débuté avec mardi un live, un épisode évidemment comme chaque jeudi, et l'épisode de cette semaine, c'est l'épisode 421. Merci d'avoir choisi une fois de plus d'écouter les technos. Le principe, vous le connaissez peut-être ou pas. Alors, dans le doute, je le répète, un peu d'actu et un gros sujet. Première partie, notre abécédaire traditionnel qui reprend quelques news d'actualité technologique telles que sélectionnées par mes petits camarades que je vous présente dans un instant. Et puis en seconde partie d'épisode, un sujet plus costaud que l'on nomme un peu pompeusement dossier et où il sera question de cloud. Cloud, promesse ou piège, c'est la question qu'on se posera avec Sébastien d'un côté. Le Sébastien, alors on va te dire, je vais directement, on va trouver un autre moyen, c'est vous portez tous les deux la barbe. Maintenant, ça ne va, ça va là. Non, c'est Sébastien ProCloud. C'est moi. Voilà. Bonjour, et de l'autre côté, bonjour, de l'autre côté, j'ai un autre Sébastien, donc ça complique évidemment, qui est pas ProCloud. Moi, je ne suis pas non plus anti-cloud. Non, mais j'ai dit Mais pas pro. Un ciel clair et c'est plein de soleil, je suis très content. Donc, C'est les nuages qu'ils n'aiment pas. C'est voilà. Pour nos amis québécois, l'info nuagique, on appelle ça comme ça, le cloud computing. Voilà, on en parlera donc en seconde partie d'épisode. Est-ce que vous aviez, avant de démarrer, peut-être une petite chose à dire, par exemple sur le numéro de l'épisode 421, en général, ça se rapporte à une erreur. Quelle est-elle ? Ouais, les erreurs HTTP 400, c'est toujours les erreurs côté client. C'est vous avez fait quelque chose de mal, c'est pas le serveur. Et on a dû aller chercher. 421, c'est pas la plus courante. Moi, je l'ai jamais rencontré dans ma vie. Je sais pas, Seb, si tu l'as déjà vu. 421. Non. C'est un jeu de cartes aussi. Non, Pourtant, elle existe. C'est quand tu as fait une requête sur un socket que tu as réutilisé ou un truc comme ça, donc le serveur refuse de te répondre. C'est très technique, celle-là, c'est pas super courant. Ah, mais c'est comme notre sommaire, il y a quelques trucs très techniques aussi. Mais non. Voilà. Mes petits camarades vont essayer, comme ils le font chaque fois d'ailleurs, d'être didactiques, et on va vous prendre par la main, et on démarre notre abécédaire du coup. Avec la lettre A comme ARM, l'architecture de processeur. ARM qui rachète une petite partie de Raspberry, qui édite donc le Raspberry Pi. C'est Sébastien forcément qui en parle. Ça mourra jamais cette blague. Hein. Non, mais qu'est-ce que tu veux si j'avais deux Benoît ou deux Xavier, voilà. T'as même eu trois Sébastien, tu vois. Oui, j'en ai même eu trois des Sébastien, effectivement. Ouais. C'est un prénom commun. Et donc ARM, alors je suis très content de ressortir cette news en premier, et vous allez comprendre un petit peu plus tard dans la news, parce qu'il y a un lien avec notre dossier de la semaine passée. Comme quoi, tu vois, on fait le fil rouge entre... Et donc, la news est presque toute dite dans le titre. C'est effectivement ARM qui prend une petite participation dans Raspberry. La question, surtout derrière, c'est pourquoi donc Raspberry, comme tu le rappelais, c'est l'éditeur de ces petits Raspberry Pi qu'on utilise tous et toutes pour nos bricolages, et même en industriel. Et le problème, c'est que le risque se développe, et c'est un risque que ARM ne veut pas prendre. Et donc ARM se dit qu'en prenant des petites parts de certains acteurs, eh bien ils auront un petit peu de poids dans la balance en disant bon, on va rester sur de l'ARM, les gars, parce que c'est quand même la meilleure des technologies, on va pas prendre ce vilain risque de changer de processeur. Donc, grosso modo, c'est ça, on ne sait pas exactement combien, ni quoi, ni qu'est-ce, mais la motivation, elle est simplement là pour essayer d'avoir un petit mot à dire dans le conseil d'administration en disant, bon les gars, c'est top ce que vous faites, vous en avez vendu beaucoup et on va continuer. Voilà. Ben oui, ça ne sert qu'à ça en fait. Hein, mais il n'y a pas grand-chose à dire. C'est la vraie de vraie. Mais c'est intéressant.
de Oui, savoir c'est que... voilà. Mais je pense que c'est une des premières fois aussi qu'ARM prend des participations dans les boîtes qui produisent, Oui, donc à un autre niveau. Parce que ARM, pour rappel, eux font les specs et effectivement après on prend des licences pour pouvoir faire ses propres processeurs. Et ici, du coup, il s'approche de la production. Donc on est un petit peu plus loin. Alors est-ce que c'est le premier et c'est le début d'une longue série ou c'est juste on prend un des plus gros acteurs, parce que Raspberry n'est pas le plus petit des acteurs quand même, tout en restant accessible. Parce que l'objet est petit, mais ils en vendent un paquet, quoi. Ils en vendent un paquet, oui, tout à fait. Ouais. Donc voilà, c'est un changement de stratégie, et puis on verra la suite. Est-ce que l'autre Sébastien avait un commentaire à rajouter par rapport à cette news ? Ouais, je pense que même si Raspberry vend beaucoup de Raspberry, ça reste un petit acteur dans le monde de l'ARM. Oui. Parce que pensez aux téléphones portables. Chacun de vos téléphones portables là, que vous avez sur vous, il y a une puce ARM dedans, et ça c'est un marché. Oui, les montres. Centaines de millions, les montres, les TV, les box, enfin, et même les serveurs. Oui, à côté de ça, le Raspberry Pi, Bah oui, c'est ça, c'est petit par rapport à tout le reste. Mais Seb, tu as commencé par dire que c'était un lien avec le dossier de la semaine passée. C'est aussi un lien avec le dossier de cette semaine, puisque le cloud est ce qui permet d'avoir des serveurs ARM. C'était encore assez rare de l'ARM sur des serveurs. C'était plutôt sur les téléphones portables, etc., comme on l'a dit avant. Mais grâce au cloud, il y a de plus en plus d'ARM côté serveur également. Juste petite précision, tu faisais référence au dossier de la semaine passée, Sébastien. Rappelons qu'il est toujours disponible. Ou il y a 2 semaines, non, la semaine passée, ou la semaine, je sais plus. Le risque. On avait parlé de risque 5, oui, c'est la semaine passée. De risque 5, et donc n'hésitez pas à aller l'écouter ou le réécouter si vous le désirez. C'était très intéressant et certains se sont même jetés dessus et l'ont commenté, etc. Donc voilà, autant le signaler en passant avant de passer à la lettre suivante. Embeddings, comme embeddings, Seb. L'autre Seb, donc ProCloud. Alors, j'aime beaucoup le titre, c'est quand les vecteurs sont porteurs de signification. Et quand le titre n'est pas du tout porteur de signification. Ah bah si. Oui, enfin pour des initiés, mais nous serons bientôt initiés puisque tu vas nous en parler. Bon, c'est pas si compliqué que ça. Allons-y. Si vous lisez des news liées à l'intelligence artificielle, surtout à la partie générative, on parle beaucoup de ChatGPT, qui est la partie un peu grand public de l'intelligence artificielle qui génère du contenu. Il y a aussi les DALL-E et autres, ceux qui génèrent des images. Souvent, dans ces articles techniques, on parle de vecteurs et d'embeddings. Et ça a l'air super compliqué. Et au fait, ce que je vais vous montrer, que ça ne l'est pas. C'est quoi un vecteur? C'est quoi une embeddings? Au fait, c'est un des aspects qui me fascine le plus dans l'intelligence artificielle. Un vecteur, même si vous n'avez pas fait de maths, tout ce que vous devez savoir, c'est une suite de chiffres. 3, 15, 25, c'est une suite de chiffres. D'accord? Jusqu'à présent, tu reconnais, Marc? C'est pas compliqué. Oui, non. Je l'avais dit. Et c'est quoi un embedding? Un embedding, c'est un vecteur qui est conçu de telle façon à pouvoir décrire une signification. Par exemple, un objet de mon quotidien, si je suis un algorithme de reconnaissance d'image, je prends une tasse par exemple, je peux décrire cette tasse avec un vecteur, sa forme, sa couleur, le fait qu'elle ait une anse ou pas. Je vais dire, voilà, la anse c'est un 1, le fait qu'elle soit blanche là, je vais peut-être mettre le côté sans marque, le fait qu'elle soit blanche c'est 15, le fait qu'elle ait cette taille là c'est 25, etc. Et donc je vais avoir une série de points de comparaison pour comparer toutes des tasses entre elles. Et il se trouve la chose très jolie avec les embeddings, c'est que deux objets qui sont similaires, si on parle de photos, ou deux concepts, deux textes qui parlent de la même chose, vont avoir des vecteurs qui sont mathématiquement proches les uns des autres. Imaginez des vecteurs dans un espace, les vecteurs qui parlent de la même chose, entre guillemets, seront proches les uns des autres. Alors à quoi ça sert ? Eh bien, ça sert simplement, ça sert à faire 2-3 choses. Ça sert à faire de la recherche sémantique. Quand vous faites une recherche sur le web aujourd'hui, vous tapez Far West, par exemple. Votre engin de recherche, la plupart du temps, va vous tirer des résultats où il y a le mot Far ou le mot West. Par exemple, un article en anglais qui dit que Strasbourg est loin de la Bretagne, Strasbourg is far from west of France. Il risque de sortir dans une recherche sur Far West, alors qu'on est d'accord, c'est pas du tout ça qu'on cherchait. Non, pas vraiment. D'accord ? Tandis que si on utilise la recherche sémantique, on va
associer un sens au mot, on peut entraîner des algorithmes, et c'est là qu'intervient l'intelligence, pour dire que les mots qui sont groupés ensemble ont une signification sémantique. Par exemple, si je fais une recherche sur Far West, j'aimerais bien avoir des articles où il n'y a pas marqué Far West, mais où on parle de cow-boy, où on parle d'Indiens, où on parle d'États-Unis. Et les modèles d'intelligence artificielle arrivent à construire des vecteurs basés sur la proximité, le sens sémantique des mots. C'est-à-dire qu'ils peuvent nous dire, tiens, dans tel article, on a parlé de Far West, mais on a aussi parlé d'Indiens, de cow-boys, etc. Et donc les concepts de cow-boy et d'Indiens seront proches, en termes de vecteurs, du concept de Far West. Et donc une intelligence artificielle peut aider à construire des représentations mathématiques de texte qui nous permettront de chercher sur la signification du texte et non pas sur simplement la présence de mots-clés dans le texte. Et l'autre usage que je trouve passionnant sur les vecteurs, c'est quand on parle à ChatGPT. Ou, je dis ChatGPT parce que c'est la phase grand public, mais quand on parle d'un modèle de génération de texte. Vous savez, les modèles de génération de texte, on en a déjà beaucoup parlé ici dans les technos, ils ont un savoir limité qui s'est arrêté au moment de leur entraînement. La première version de ChatGPT, c'était quoi, 2020, 2021, je ne me souviens plus. Quelque chose comme ça. C'est passé après. Il ne le connaît pas. Et ces modèles sont entraînés également sur ce qu'on appelle des corpus, donc des groupes de documents extrêmement généralistes. Par exemple, tout Wikipédia, tous les livres qui sont disponibles sur Internet, etc., etc. Ils ne sont pas entraînés sur un domaine spécifique. Donc c'est très bien pour amuser la galerie et pour jouer avec papa et maman. Mais si on veut les utiliser dans un contexte d'entreprise, il faut entraîner ces modèles sur les données de mon entreprise. Si je suis Engie, j'aimerais bien avoir tous les documents sur la production d'électricité, solaire, les normes, etc., etc. Et ça, c'est pas possible si on utilise des modèles du marché, parce que les modèles du marché, par définition, ils sont généralistes. Et donc, quelle est la technique qu'on utilise pour avoir des réponses plus pertinentes de la part de ces modèles et pas avoir des réponses généralistes? Eh bien, dans la question, on va aller mettre des documents qui donnent du contexte. Par exemple, si je suis Engie, que je veux un rapport sur l'usage le développement de l'énergie solaire en Chine, dans la question à un modèle généraliste, on va aller mettre des documents qui parlent de la production d'énergie solaire en Chine dans cet exemple-là. Vous me suivez toujours? Oui. Donc, avec ce contexte-là, les engins de génération de texte vont être capables de donner une réponse beaucoup plus pertinente. Et le lien avec les vecteurs, vous allez me dire, mais alors, les vecteurs servent justement à trouver quels sont les documents pertinents à inclure dans ma query. C'est-à-dire que au lieu de bêtement poser une query et prendre des documents au hasard, je vais faire une recherche sémantique sur ma base de connaissances de documents qui est personnelle à mon entreprise, retrouver les 5, 6, 7 documents les plus pertinents, les inclure dans la query qu'on va envoyer à l'engin de génération de texte, ChatGPT par exemple, et lui, il aura ainsi un contexte pour donner une réponse pertinente à ma question dans un contexte donné. Et donc les vecteurs servent à associer du sens, à trouver du sens dans des documents, de manière à pouvoir générer des réponses plus pertinentes, que les engins de génération de texte puissent générer des réponses plus pertinentes. Est-ce que vous m'avez suivi? Oui, jusqu'au bout. Est-ce que c'est si compliqué que ça? Ben non, c'est pas si compliqué. Non, enfin, en bout de course, c'était. Moi, ce qui m'étonne le plus, c'est que tu me dises en off, je suis content. C'est pas vraiment dans l'actualité, mais je trouve cette news géniale. J'ai compris. Ben, moi, j'avais compris ça dès le départ, mais sans les grands mots, etc. Mais l'autre Sébastien, qu'en pense-t-il? Moi, j'avais l'impression d'écouter Jamie. Tu vois, il y a un petit côté Jamie, c'est un compliment. Tu vois. Bah oui, donc, c'est vrai qu'on a la même barbe et la couleur de cheveux maintenant. Il y a quelque chose en un coup, tu vois, et dans la manière d'expliquer, je me dis, c'est Jamie, alors je suis Fred, c'est quoi cette connerie? Ou alors c'est toi, parce qu'il a pas bien vieilli, Fred. Mais merci. Mais non, mais c'est passionnant, évidemment. Évidemment, c'est comme souvent quand on regarde les règles du jeu, c'est-à-dire les articles que tu nous as épinglés et qu'on met évidemment en source, comme à chaque fois avec tous nos épisodes et toutes les news dont on parle, on vous met dans la description en regard de la vidéo ou de l'épisode de podcast les articles qui ont inspiré cette news. Quand on lit le truc, on se dit
ouah, c'est quand même un peu ardu, quoi. C'est un peu comme les règles du Monopoly. Si tu commences en lisant les règles du Monopoly, jamais tu joues. Hein. Par exemple... Non, mais il y a plein de contextes mathématiques derrière qui sont traduits. Oui, bien sûr. Les mathématiques, c'est qui on sont est d'accord. un peu... Et parlant de jeux de société, on parlait avec Sébastien la semaine dernière de Risk, puisqu'il y a le fameux jeu Risk, R-I-S-K, et un de nos auditeurs nous a sympathiquement averti qu'il existait aujourd'hui le jeu Risk sur application mobile. Il faut savoir que tu installes, je ne sais pas si toi tu l'as fait, Sébastien, moi j'ai quand même testé. Tu as 10 étapes d'apprentissage avant de commencer à jouer. C'est une séance en soi. Je veux dire, voilà. Donc voilà, mais je trouvais ça moins bien qu'avec les dés, avec les petites tours et les petits... Enfin voilà, je m'égare un petit peu, mais c'était passionnant en tout cas, le embeddings, si vous voulez bien. On passe à la suite. Ce sera avec Seb, forcément. On est à la lettre G comme Google. Quand le calendrier devient le RAT... Alors le RAT, tu vas nous dire ce que c'est. C'est un acronyme anglais qui veut dire en gros cheval de Troie. Mais voilà, c'est ça. Oui. Voilà. Ah oui, voilà. Donc c'est ça. Alors c'est une news qui m'a doublement amusé parce que les mecs sont hyper ingénieux et c'est assez simple en fait. Quand on a compris, c'est assez simple. C'est tout le monde sait ce que c'est un botnet, hein, donc un réseau de machines qui ont été infectées par un virus quelconque. Et donc, le problème quand tu crées ce genre d'outils, c'est que après, parce qu'il y a des gens qui les écrivent, hein, il y a des informaticiens qui écrivent ce genre d'outils aussi, c'est qu'après, tu dois pouvoir les contrôler. Donc, tu vas avoir des millions de machines, et pour pouvoir, si ton botnet a bien marché, et donc, quand tu as des millions de machines, après, tu dois envoyer tes ordres, et tu espères que quand tu dis casser le site de les technos parce que voilà, j'aime pas les technos, il va envoyer toute une série de requêtes là-dessus et c'est parti, quoi. Et en général après il monétise ces botnets, mais donc le problème c'est qu'il te faut une infra assez costaude, cloud, et pour pouvoir effectivement supporter toutes ces machines avec lesquelles tu vas discuter. Et enfin, tu vas envoyer les ordres. Et du coup, ce protocole que tu vas mettre en place, souvent, ça se sniffe. Et la plupart des éditeurs d'antivirus et compagnie vont se dire ça, je reconnais. Ce trafic vers ces IP-là, j'aime pas. Ce trafic avec ce contenu-là, j'aime pas. Et automatiquement, on va les bloquer dans les firewalls. On va les pointer du doigt. Ta machine, Marc, t'as mis un truc qui était pas cool. Et hop, et on va t'envoyer l'équipe IT avec le hazmat pour nettoyer tout ça. Et donc ici, les gars, ils se sont dit, finalement, on va utiliser quelque chose qui passe partout. C'est un Google Calendar. Qu'est-ce qu'il y a de plus con qu'un Google Calendar ? Tout le monde en a besoin au boulot. Voilà, globalement, presque, pas certains, non, mais globalement, tout le monde a accès à un Google Calendar. Et si pas le boulot, perso, amis, ou que sais-je, mais en tout cas, c'est quand même du monde, en tout cas, du monde. Du monde, quoi. Hein. En entreprise, on fait confiance à ce genre de ressources. Donc, on laisse passer dans les firewalls ni vu ni connu. Et donc, une fois que ta machine a été compromise, ça, c'est toujours voilà, le problème. Il faut que ta machine soit compromise. Mais une fois qu'elle est compromise, elle va aller chercher les commandes sur un calendrier. Et elle va renvoyer les résultats sur le calendrier. Et donc le gars de l'autre côté, plutôt que d'utiliser un client-serveur classique, eh bien, il va utiliser l'infrastructure de Google pour pouvoir diffuser ses commandes aux différentes machines et récupérer les résultats. Et donc, non seulement c'était super ingénieux parce que il doit pas s'emmerder à créer tout son protocole pour pouvoir aller envoyer ses commandes. Hein. C'est juste un texte qui tape dans un calendrier Google. À chaque fois, il te fait un événement et tu as un nouvel événement. Tu fais une nouvelle attaque et tu réponds. Et en plus, ça devient super difficile à traquer parce que fondamentalement, dans les réseaux d'entreprise, c'est juste quelqu'un qui va voir un calendrier et donc tu vas pas le bloquer pour autant. Tu sais pas qu'il s'est fait compromettre et donc tu vas laisser sa machine dans le réseau continuer à faire des attaques parce que si ça tombe, il dit je vais attaquer le site de Disney, hein, parce que les technos ils les connaissent moins bien. Et en un coup tu vas avoir du trafic sur ton réseau entreprise vers le site de Disney.
tu vas pas fondamentalement t'inquiéter, mais comme c'est toutes les entreprises en même temps qui attaquent le site de Disney, bah ils sont dans le jus, mais tu vas avoir plus de mal à le détecter. Donc franchement, voilà, c'était un POC que les mecs ont sorti, ça a été très fort utilisé maintenant, et ça a été très fort déployé, copié des compagnies, donc on risque d'avoir ce genre d'attaque. Et ça va pas être bien évident. D'utiliser un calendrier pour faire ce genre d'attaque, c'est tu peux faire des attaques récurrentes. Tu peux coordonner, tu peux les coordonner. Tu donnes une date donnée, mais c'est tout le monde à la même date normalement, sauf Sébastien qui a des problèmes d'horaire, il était là 1 heure trop tôt, là tantôt. Oui, mais vous changez d'heure tout le temps. Comment voulez-vous que je m'en sorte ? Donc on peut les coordonner, sauf avec l'Europe où on change encore d'heure, enfin une partie du monde d'ailleurs, qui change d'heure deux fois par an. Voilà, l'explication était là aussi limpide. Oui, mais c'est super simple une fois que le mec a eu l'idée, mais ça fait des années et personne n'a eu l'idée. Celle-là, elle est vraiment bien foutue, quand même. Moi, ce que je trouve génial, parce que c'est pas d'hier qu'il y a Google Calendar, je veux dire, c'est que l'idée ne sorte que maintenant ou que ces temps-ci. C'est comme quoi il y a encore des choses à découvrir tout le temps. C'est ça qui est en sécurité, il n'y a jamais de limite. Hein. Oui, c'est ça. Sébastien avait peut-être un truc à rajouter là-dessus, l'autre Sébastien. Non, comme a dit Seb, c'est super malin, c'est difficile à détecter parce qu'on ne peut pas interdire le trafic vers Google Calendar, évidemment. Donc les seuls qui doivent vraiment répondre à ça, c'est Google eux-mêmes qui vont devoir trouver une parade en filtrant parce que les événements. Il y a aussi des dépendances à Google Calendar dont il faut tenir compte, donc on peut pas le bloquer n'importe comment non plus, j'imagine. Donc c'est pas mal. Ouais, même dans le contenu que tu peux mettre dans le calendrier, admettons qu'ils essayent de le détecter, tu peux le masquer parce que c'est que du texte. Si tu as envie de l'encoder en base 64, tu le changes. Ouais. Les mecs ils doivent détecter qu'il y a un truc en base 64. Ou tu peux faire un petit peu. Enfin, il y a moyen de cacher un petit peu ce que tu veux. Moi, j'ai eu un cas comme ça, quelqu'un qui avait son Google Calendar qui était infecté sans doute en ayant cliqué sur un lien dans un email, un prospectus ou un truc du genre, et qui se retrouvait régulièrement avec des pop-up d'alerte. Attention, vous avez rendez-vous avec tel site marchand, quelconque, machin, etc. Et qui sortait. Et j'avais beau scruter l'agenda, je ne voyais pas l'événement en question, c'est simplement parce qu'il n'y avait pas de titre à l'événement, et donc il a fallu que je cherche un peu par coup de sonde pour retrouver l'événement. Enfin voilà, je vous raconte ma vie, mais c'est pas non plus l'outil le plus simple quand on cherche quelque chose dedans. Enfin en tout cas à l'époque, ça a peut-être changé maintenant parce que je l'utilise moins, mais voilà. Si vous avez des questions sur ce sujet, si vous pensez être infecté, n'hésitez pas à nous le faire savoir. On en reparlera. Il n'y a pas de botnet, à ma connaissance, il n'y en a pas encore qui l'exploite, mais ça a été, tu vois qu'il y a un gros témoin d'intérêt dans la communauté pour l'exploiter, donc ça va arriver. Remote Administration Tool, c'est RAT, pour ceux qui avaient raté le... raté, oui, bon, lui. Joli. La lettre G, encore, comme Google, encore. Ben oui. Et la semaine passée aussi, on a fait de Google. Hein. Oui, et cette fois-ci, chaque fois avec Sébastien. Mais l'autre Sébastien. Google se plaint de iMessage, Google qui se plaint d'Apple, comme si c'était nouveau. Ouais, ça fait un peu cours de récréation. Hein. Oui, c'est ça. Vous m'avez engueulé moi, mais lui, pourquoi pas lui ? Pourquoi il n'a pas d'amende ? Pourquoi il n'a pas d'amende ? On ne parle pas d'amende ici, on parle de régulation. Donc, vous savez, on en a déjà parlé dans les technos. Il y a l'Union européenne qui va lancer le Digital Act, DMA, Digital Market Act, DMA, qui va obliger en gros les fournisseurs d'applications incontournables, celles qu'on est quasiment obligé d'utiliser si on a un smartphone ou si on a une vie dans le numérique. Ils vont leur imposer toute une série de choses. Je l'avais une fois énoncé dans les technos, je me souviens plus de tout en tête, mais une ouverture à la concurrence notamment. C'est pour ça qu'Apple va bientôt devoir mettre des App Store alternatifs, par exemple. Ils vont avoir une obligation de modération extrêmement forte sur le contenu aussi, pour protéger les mineurs notamment, etc., etc. Alors ce sont des contraintes vraiment très fortes qui vont coûter pas mal d'argent aux sociétés impliquées. Et donc l'Union européenne a mis en place toute une série de règles pour éviter que des plus petits acteurs soient pris dans les mailles du filet aussi et soient quasiment obligés de fermer ou de faire faillite. Donc en gros, ce qui reste une fois qu'on a défini les critères, c'est Alphabet, donc la maison mère de Google, Amazon, Apple, ByteDance qui fait TikTok, Meta, donc Facebook, et Microsoft.
l'exemple de critères, c'est 45 millions d'utilisateurs actifs, un revenu de plus de 7,5 milliards d'euros, une valeur en bourse de plus de 75 milliards d'euros. Donc, c'est vraiment les très grands. Dans cette catégorie, il y a les systèmes de messagerie et évidemment WhatsApp et Messenger ont été épinglés. Donc Facebook Meta va devoir réguler l'accès à WhatsApp et à Messenger, modérer, mettre en place des systèmes pour écouter les plaintes, pour le droit au retrait des informations, etc., etc., etc. Et bizarrement selon Google, e-message n'est pas dans cette liste d'applications de messagerie. Donc il n'y a que WhatsApp et Messenger. Et donc Google et des opérateurs téléphoniques, Orange, Vodafone et d'autres, se sont joints pour faire une plainte auprès de l'Union européenne pour dire pourquoi nous et pas lui. Et Apple répond. C'est gamin. C'est ça. Et Apple répond que e-message n'est pas un gatekeeper dans le sens de la définition de l'Union européenne. C'est pas l'outil obligatoire quand on a un téléphone. Si on a un téléphone, un iPhone, il y a beaucoup de gens qui vont quand même installer WhatsApp et qui vont communiquer avec leurs copains sur WhatsApp, ou qui vont communiquer avec les business, avec des entreprises, avec WhatsApp ou avec Messenger, et pas. Donc voilà, leur point, c'est de dire, nous, dans le milieu de la messagerie, on est petit. C'est vrai qu'on est préinstallé sur les iPhones et qu'il y a des milliards, j'exagère peut-être, mais des dizaines de millions, peut-être des centaines de millions d'iPhones en circulation. Mais c'est pas une application incontournable comme l'est WhatsApp. Mais moi, des fois, je me demande si j'utilise iMessage, quand tu envoies un SMS, c'est le même module, donc tu ne sais jamais si tu envoies un message iMessage ou un SMS, en fait. Ça dépend de la personne à qui tu l'envoies. C'est ça qui est particulier. Et en Europe, on passe à peu près inaperçu, mais aux États-Unis, c'est un gros truc. Dans e-message, vous savez que les couleurs des messages sont différentes suivant que ça part par e-message, c'est en bleu, ou si ça part par SMS, c'est en vert. Et t'as jamais remarqué, si tu envoies un SMS à quelqu'un, la couleur du message n'est pas la même que si c'est un e-message. Et aux États-Unis, les adolescents utilisent ça comme marqueur social. Ah non, moi j'envoie pas un message à un mec en vert, moi je fais que des messages bleus. Et un marqueur social fort avec de la discrimination, avec du bullying, donc de l'harcèlement. Et la plupart des adolescents aux États-Unis veulent avoir un iPhone à cause de la couleur des bulles de message. En Europe, on est heureusement complètement à côté de ça. Et j'ai posé la question l'autre jour à mes ados, dites, vous faites la différence entre vos copains qui ont des téléphones? Bon, non, on parle avec tout le monde, on utilise Messenger pour l'un, WhatsApp pour l'autre, et message pour le troisième. Oui, mais les différences. Mais aux États-Unis, il y a une connotation sociale très forte sur la couleur des petites bulles dans iMessage. Non, juste pour dire, Christine, t'es nulle. C'est vert. Donc, voilà. Bon, c'est juste idiot comme truc. Mais en même temps, c'est une news idiote, quoi. C'est une news du début à la fin. Mais les Américains, c'est quand même des grands gamins, quoi. C'est incroyable. Je sais pas ce qu'en pense Sébastien, qui a l'air dubitatif dans son coin. Il est atterré. Il est du coin par l'autre. Oui, en fait, je comprends pourquoi Google le fait derrière. C'est pas pour faire chier juste Apple en disant tu dois l'ouvrir. C'est parce qu'ils ont un intérêt et un différent avec Apple sur iMessage, c'est sur le RCS. C'est sur ce fameux RCS. Donc, ils espèrent, eux, pouvoir et avoir accès au truc et finalement devoir arriver avec ce RCS. Ils poussent beaucoup là-dessus pour récupérer le contenu des messageries instantanées. Juste en passant, je disais là tout à l'heure, il y a quelques instants, qu'on vous partageait nos sources. Évidemment, de temps en temps, des articles sont payants. Je tiens à le signaler. C'est le cas ici d'un article du Financial Times, en l'occurrence que tu nous as pointé. Il est payant, il faut le reconnaître. Moi, je dis souvent que quand un article est de qualité, ça mérite d'être payé. Donc c'est un peu vous qui voyez. On ne vous impose rien, mais je préfère prévenir quand même, pas vous mettre devant un truc un peu. Voilà, c'est pas pour se la péter ou pour faire les snobs. Il est pas payant. Enfin, moi je paye pas pour le Financial Times. J'ai lu l'article, c'est pour ça que j'ai mis le lien. Je savais pas qu'il était payant. Il faut peut-être simplement s'inscrire ou quelque chose comme ça. 1 euro pour 4 semaines. Voilà. Moi je l'ai aussi, donc il n'y a que chez toi, Marc. Et voilà, c'est ça. Depuis là tantôt, mon navigateur pense qu'il est un mobile, donc tout arrive.
Tout fout le camp. Donc, quoi qu'il, si vous tombez sur une page, si vous êtes comme moi, si vous tombez sur, voilà, ne soyez pas choqués. Qu'est-ce que j'allais dire? Qu'on passe à la lettre suivante, peut-être? C'est la lettre N comme Nessie. Nessie, Sébastien. Nessie qui est le petit nom du monstre du Loch Ness, Nessie. Hein, c'est oh et Nessie. Quand on l'appelle, bah, elle vient pas. On l'a jamais vu. Donc, mais Nessie, c'est également un protocole, enfin non, une astuce qu'a trouvé Amazon, me semble-t-il, pour gagner un peu de sous en plus. C'est sorti dans la presse cette semaine, cette histoire-là, Seb. Tout à fait. Et donc effectivement, c'est un petit algo d'Amazon qui est pointé du doigt par la FTC, donc la Federal Trade Commission aux États-Unis, qui est autorité de la concurrence, hein, qui agit pour essayer que tout le monde tous les consommateurs soient protégés au niveau des prix, au niveau des accords, qu'il n'y ait pas d'accord entre les différentes sociétés, et que donc ce soit le bien du consommateur. Et effectivement, ici, ils considèrent que l'outil Nessie était un petit peu borderline sur le bien du consommateur, dans le sens où Amazon utilisait des algos internes pour travailler sur les prix des produits. Alors travailler sur les prix de plusieurs manières, hein, mais c'est pas, il faudra que l'enquête aille un petit peu plus loin et que les gars d'Amazon détaillent un petit peu l'outil, parce que voilà, jusqu'ici ils dénoncent l'enquête en disant ouais, c'était notre outil, ça marchait bien, il n'y a pas de souci, mais il y aurait des manipulations des prix en regardant les prix des concurrents et en disant bah quand moi je le modifie, lui il le modifie, donc si je le modifie en montant un petit chouïa, va gagner un petit peu plus d'argent et tout le monde va s'aligner et je risque rien. Et donc ils avaient une sorte de prédiction en disant est-ce que si je modifie cet article, je vais pouvoir gagner un peu plus d'argent, ou est-ce que je vais finir par perdre les parts de marché. Ouais. Et si effectivement ça ne se produisait pas, automatiquement ça rebaissait le prix pour être sûr de garder le marché. Et donc il y a toute une série de petites automatisations sur les prix qui se faisaient là-dessus. Donc après ça se fait régulièrement en Europe, dans tous les retailers que je connais. Surveillent les prix de leurs concurrents. Oh, il y en a qui ont fait leur com, hein. C'est un axe de com de certains d'entre eux, sans citer de marque, hein, mais qui disent oui, voilà, nous contrôlons les prix de nos concurrents et nous nous alignons sur le prix le plus bas, et ça fait partie de leur communication depuis toujours. Voilà, mais là, la communication vis-à-vis des consos, et on s'aligne vers le prix le plus bas. Et d'ailleurs, en général, la plupart des chaînes, je suppose qu'en France et dans les autres pays francophones, et ailleurs, c'est la même chose, ils s'alignent par région. Hein, tu vois, donc tu vas t'aligner, si tu as les magasins sur Bruxelles qui baissent les prix, en alimentaire sur le riz, ils vont tous baisser le prix, mais peut-être que dans le sud du pays, on va le payer le double, tu vois. En France, dans les publicités à la télévision, quand ils annoncent des prix, il faut regarder les petits caractères en dessous qui défilent très très vite. Il est indiqué dans quelle région est-ce que cela est la réalité. Ouais. Ce qui est un gros problème dans pas mal de secteurs du retail, parce que en fait, quand ils ont dû passer à de l'e-commerce, mais ils se sont dit, mais là, on peut pas avoir un prix différent entre Arlon, Liège, Bruxelles, Anvers, Paris, Lyon. Il faut le même prix parce que tout le monde paye le même prix. Et donc, ça a été un point bloquant pour beaucoup de retailers qui ont poussé le e-commerce le plus tard possible en disant, on ne veut pas aligner le prix dans tout le pays, il doit être différent entre les différentes villes. Et si tu veux savoir, t'as qu'à prendre ta voiture et aller voir. Mais pour en revenir à ça, effectivement, c'est un fer de lance de certains retailers en Belgique de se dire on va faire le prix le plus bas, mais là le message c'est on va faire le prix le plus bas, c'est pas on va essayer de gagner la meilleure marge, ce qui est leur job aussi, hein, mais c'est pas on va essayer de monter le prix pour voir jusqu'où tout le monde s'aligne et voir jusqu'où tout le monde continue à payer le truc. Donc voilà, c'est dans ce sens-là où effectivement l'enquête est en cours, on verra si il y aura des sanctions, mais c'est pas impossible que des sanctions soient à la clé. Du côté Amazon, ils annoncent que cet algo n'est
plus actif aujourd'hui, mais qu'il l'a été jusqu'à pas si longtemps que ça, mais qu'il était désactivé. Le terme exact, je pense, c'était suspendu. Suspendu. Oui, il n'est pas arrêté. Genre, il n'est pas arrêté. C'est juste pour l'instant, on l'utilise pas. Voilà. Ouais. Et apparemment, pendant les Prime Days, il n'était pas très utilisé non plus, en disant voilà, il faut pas non plus que le truc parte en vrille. Alors l'explication d'Amazon, c'est on a mis ça en place en surveillant la concurrence pour que les prix restent stables et qu'on ait quelque chose de smooth et qu'on n'ait pas des prix qui partent dans tous les sens. Jusque-là, c'est pas encore très clair. Mais je me rappelle, il y a quelques années, je pense que c'était il y a déjà quelques années, j'avais lu un article ou parcouru un article qui parlait de ce genre de choses par rapport aux sites marchands de manière générale. Hein. C'était pas Amazon en particulier, où ils expliquaient qu'il y en avait qui cherchaient, parce qu'ils voulaient être le moins cher, mais pas trop moins cher. Assez moins cher que pour être moins cher, mais pas casser les prix. Et donc, ils étaient en quête aussi d'informations sur le prix des concurrents, enfin ce qui était affiché chez les concurrents, pour essayer de se caler tout le temps en dessous. Et puis, il y a une autre méthode qui, là, par contre, je pense, est condamnable, et ça se fait beaucoup dans le monde du voyage, paraît-il, c'est que plus tu vas regarder une annonce sur un voyage donné, il se peut que le prix augmente progressivement, vu ton intérêt, et tout le monde manifestement, à l'instant T, ne voit pas le même prix. Ça a été interdit en Europe, ça. C'était interdit en Europe, oui, je disais, mais voilà, c'est quand même assez violent aussi. Oui. Mais ça va de pair avec d'autres trucs. Hein. Amazon n'est pas en ligne de mire juste pour Nessie. Le fait, ils ont un certain abus de position, hein, ça c'est clair, de par la facilité sur le site, la logistique, etc. Ils ont une position dominante qui est inévitable. Nessie leur aurait fait gagner quelques milliards en plus. C'est pas juste un truc qui leur a fait gagner 2 francs 6 sous. On parle quand même de pas mal d'argent. Rien que sur 2018, c'est 334 millions de dollars qui sont estimés. C'est pas mal sur une année. Sur un bénéfice de 10 milliards, c'est quand même une part significative du résultat. Et il y a d'autres techniques qui sont effectivement si tu mets un produit chez moi, parce que leur logistique est souvent vendue à des marques ou des retailers, et donc ils amènent les palettes, on vend ton matériel, mais tu peux pas le vendre moins cher ailleurs. Et donc si on voit qu'il est vendu moins cher ailleurs, alors ton produit va être moins bien listé ou il disparaît. Et donc il y a toute une série de choses qui, si c'est le Far West, sont tolérées, mais en Europe sont un petit peu plus difficiles à digérer. Et ici, c'est pas l'Europe qui s'y mêle, c'est la FTC. Donc voilà, affaire à suivre. Alors moi j'ai entendu une astuce, et là par contre c'est légal parce que c'est le même prix pour tout le monde, il n'y a pas de... Mais il paraîtrait que par exemple sur les sites de vente en ligne de billets d'avion, pour certaines compagnies, il y a des tarifs préférentiels à certaines heures. Par exemple, en pleine nuit, si tu vas regarder, ce sera moins cher que si tu prépares ton voyage un samedi après-midi où tout le monde est à la maison et tout le monde consulte le site. Il n'y a pas d'explication à ça, mais ça a été constaté par des journalistes qui manifestement ont trouvé que effectivement les prix étaient différents en fonction du moment de la journée ou de la nuit. Particulier, quand même. Dans le prix différent, une petite info conso que tout le monde ne connaît peut-être pas fondamentalement non plus, c'est que si tu cherches un produit sur Amazon, il y a des comparateurs d'Amazon. Parce que le prix d'Amazon n'est pas le même d'un Amazon à l'autre. Donc tu peux acheter un produit 100 € en France, tu le fais livrer en Belgique, il est 80 en Belgique, 70 en Allemagne, 120 en Hollande, et donc ça vaut la peine d'aller regarder dans tous les Amazon combien on te le vend à chaque fois, parce que les prix sont différents, et ils livrent en général tous dans ton pays. Voilà, donc autant le savoir. Pour la Belgique en tout cas, mais ceci dit, ça va commencer à mon avis à fristouiller un petit peu de ce côté-là, puisque maintenant il y a un Amazon belge, donc ça peut peut-être un peu changer la donne, mais bon, en attendant, toujours possible de commander sur Amazon UK ou DE. Oui, ils vendent pas les mêmes produits d'un Amazon à l'autre. Ouais, autant le savoir. En même temps, on n'est pas là pour faire la pub d'Amazon, hein, je pense. Donc, non. Ouais, loin de là. Donc, passons à la lettre suivante, si vous le voulez bien. La lettre O comme OpenAI. On va parler d'intelligence artificielle. Je ne sais pas pourquoi je le précise, parce que c'est tellement évident. Sébastien, on parle d'OpenAI qui tient sa première conférence pour les développeurs, enfin en tout cas qui a tenu sa première conférence pour développeurs. On l'a un petit peu évoqué lors du live avec Thierry et Bienvenue. Ça avait titillé la curiosité justement de notre ami Alomé au Togo. Et donc toi, tu vas nous en donner aussi ton aperçu, ton coup d'œil, qu'est-ce que tu en as retenu, etc.
C'était assez intéressant parce que c'était lundi de cette semaine, la première conférence développeurs d'OpenAI. Donc OpenAI, c'est cette boîte partenaire avec Microsoft qui a lancé ChatGPT il y a 1 an seulement. Ça n'a que 1 an, et on a beaucoup parlé déjà de ChatGPT, et qui a vraiment révélé au grand public les possibilités de la génération de texte ou la génération d'images par des intelligences artificielles. Avant ça restait un truc plutôt de spécialistes, mais là c'est la première fois qu'il y avait un chat, on pouvait lui poser des questions et il nous répondait. Donc ChatGPT, c'est un de leurs produits très orientés consumers, pour papa, maman et tout le monde, et les professeurs et les étudiants pour corriger leurs textes, etc. Là c'était la première fois, 1 an après, qu'ils font une conférence pour les développeurs, et c'est vraiment ça le message, c'est le shift de cette société, en disant on veut attirer les développeurs, on met à disposition des API et intégrer des fonctions d'intelligence artificielle dans vos applications pour donner une meilleure expérience utilisateur à vos clients. Et évidemment, ces API sont payantes, donc c'est également un modèle de business, un modèle parce que ChatGPT est gratuit, ça leur rapporte rien, en tout cas dans sa version de base, et ça leur coûte très cher, à la fois en entraînement et en inférence, donc l'infrastructure pour faire tourner, pour répondre à vos questions. Mais là, c'est un moyen de ramener des sous également. Alors, qu'est-ce qu'ils ont annoncé dans cette conférence? Ils ont annoncé un nouveau Large Language Model de génération de texte qui s'appelle GPT-4. On s'y attendait, après GPT-2, l'initial, le 3, maintenant on est à la 4 Turbo, qui a comme principale caractéristique d'avoir été entraîné, son entraînement s'est terminé en avril 2023, donc il connaîtra un peu plus de contexte, d'actualité notamment, que ses prédécesseurs. Et son autre caractéristique, c'est d'avoir une fenêtre de contexte beaucoup plus grande. On parle de 128 000 caractères, tokens, donc mots, à peu près, disons, une grosse centaine de milliers de mots. Ça veut dire que dans un chat, par exemple, dans une conversation, il peut retenir jusqu'à 100 000 mots de contexte. 100 000 mots, c'est 200 pages d'un bouquin, c'est quand même assez significatif. Ça sert aussi à faire des grands contextes, à faire ce que j'expliquais tout à l'heure, vous savez, mettre des documents dans la question de manière à ce qu'ils puissent répondre à une question de façon plus pertinente, en s'aidant des documents qu'on lui aide, qu'on lui aide. Ouais. Je reprends à parler français. Ouais. qu'on lui donne pour Qu'est-ce qu'il lui prend? Il est fou. La phrase n'a pas de sens, et en plus je vais taper une liaison qui n'a rien à voir. Bref, on va lui mettre des documents dans la requête. Comme la fenêtre de contexte est plus grande, on peut lui mettre plus de documents, et donc il pourra faire des réponses encore plus pertinentes. Le truc intéressant aussi, c'est qu'il donne un outil de développement low code, donc où on peut juste en tapant des phrases pour décrire ce qu'on veut, faire des chats GPT personnalisés. Par exemple, je peux créer un bot personnalisé en quelque sorte. Je peux lui donner un nom, un logo, mais je peux aussi lui donner des sources de données. Va voir tel repo, je sais pas si OneDrive et Google Drive sont supportés, mais c'est l'idée. Dire, va regarder tous les PDF qui sont là, ou va regarder la base de données qui est là. Imagine que je veux faire un bot de recettes de cuisine, par exemple. Je pourrais lui donner toutes mes recettes de cuisine et faire un bot très facilement, sans coder. C'est ça qui est intéressant, en décrivant ce qu'on veut faire et en raffinant ce qu'on veut faire. Et le bot GPT pose des questions. Est-ce que c'est bien ça que vous voulez? Oui, ok, c'est bon, etc. Et puis ces bots, on peut les utiliser soit dans son application. Je prends l'exemple des recettes de cuisine. Si j'ai un site web de recettes de cuisine, je pourrais mettre un bot sur mon site web. Il va y avoir un store de bots, un GPT store, où un bot pourrait être privé pour des besoins internes d'une société, s'il est entraîné sur des documents privés, par exemple. Oui. Et on peut les monétiser aussi, on peut les rendre, gagner des sous avec l'App Store. Ouais. Donc c'est un véritable écosystème, comme je le disais mardi, c'est un écosystème qu'ils sont en train de créer autour de leur outil d'intelligence artificielle en quelque sorte. Exactement. Ils sont dans une phase où ils doivent repenser, je ne vais pas dire réinventer parce que ce serait un gros mot, mais un grand mot, mais en tout cas repenser leur business model. Ils doivent se dire comment on va gagner de l'argent. Parce que ça coûte très très cher de faire un modèle de base comme ça. J'ai eu les chiffres de Llama récemment. Llama, c'est le modèle de Meta, de Facebook. Llama 2, le petit modèle, c'est 128 000 heures de tête. J'avais fait le calcul, c'est 20 ans si c'était sur un CPU. Un CPU, c'est 20 ans d'entraînement sur un CPU. Et c'est
petit modèle de Llama 2, celui à 13 milliards de paramètres, il y a un gros modèle à 70 milliards de paramètres. Donc vous imaginez évidemment les temps qu'il faut. Donc, et OpenAI a les mêmes problèmes. Ils doivent entraîner ces modèles. Et puis après, il y a le coût d'exploitation, l'inférence, toutes les requêtes qui arrivent à ces modèles. Il doit les traiter et répondre. Il faut des machines énormes du GPU pour pouvoir répondre à tout ça. Autre chose, DALL-E. DALL-E, c'est un modèle qui, lui, ne génère pas du texte, il génère de l'image. On a parlé beaucoup aussi de DALL-E dans les technos. Bonne nouvelle, il y a une API qui vient se greffer à DALL-E, donc on va pouvoir générer des images dans des outils. Pensez à des outils comme Canva, par exemple. Ouais. Alors, je ne suis pas en train de dire que Canva utilise DALL-E, hein, mais je dis, voilà ce qui serait possible de faire, genre les outils d'Adobe ou des choses comme ça serait super utile d'avoir du Generative AI dans ces outils-là. Et alors, ils se lancent aussi sur des trucs qui sont plutôt bien maîtrisés, mais ils le font bien. C'est le text-to-speech, donc pouvoir taper du texte et générer de la parole. C'est pas nouveau, vous allez me dire, il y a Google Home, il y a Alexa depuis des années. Mais là, ils ont donné des exemples de voix. Les voix générées sont de plus en plus naturelles. Ça devient de plus en plus impressionnant ce qu'il y a moyen de faire. Déjà au début, moi, je pensais qu'Alexa, c'était waouh, mais elle a pris un coup de vieux, là. Sur ce truc-là, les technologies évoluent vraiment rapidement. Et dernier point, et avant de te redesser la parole, ils font également la promesse de défendre leurs clients de toute attaque en justice pour des questions de litige sur des copyrights. Vous savez qu'il y a beaucoup de débats autour des données que ces sociétés-là utilisent pour créer ces modèles. Ils ingèrent des données sur Internet. Il y a des ayants droit qui disent non, désolé, moi, je veux pas que mes œuvres d'art, que mes films, que ma tronche, encyclopédie Wikipédia, que ma tronche soit utilisée pour entraîner des modèles. Et on en a parlé, vous en avez parlé la semaine passée dans les technos, avec des techniques que les artistes peuvent mettre dans leurs images pour empoisonner son image. Pour empoisonner les IA. Et donc là, ils offrent non pas une réponse technique, mais une réponse légale en disant si quelqu'un vous attaque parce que vous utilisez des documents sous copyright quand vous utilisez notre modèle, on se charge du litige avec l'owner des droits. Ils sont pas les seuls. Hein. Google fait la même chose, Microsoft fait la même chose, IBM, Amazon fait la même chose également. Ils protègent leurs clients. En gros, c'est pour lever le doute juridique. C'est pour dire allez-y, utilisez ça. On verra bien. Si jamais il y en a qui se plaignent, on s'en occupe. Est-ce que l'autre Sébastien avait quelque chose à rajouter sur ce sujet qui m'a-t-il dit il y a quelques temps maintenant, peut-être que ça a changé, hein, parce qu'on peut changer la vie, hein, c'est pas la question, mais tous ces trucs autour des intelligences artificielles, ça te semblait un petit peu phénomène de mode, machin, etc. Tu restes sur ouais, c'est ce que tu m'avais dit. C'était fin de l'année, on n'en parle plus, on passera à autre chose. L'année passée, c'était méta. C'était les bitcoins avant. Ouais, les bitcoins, métaverse. Ça revient. C'est avec le métaverse. Non, pas le métaverse. Le métaverse, ça revient pas, ça. Mais est-ce que tu as changé d'opinion? Est-ce que tu as une opinion sur le fait déjà qu'il y ait cette journée? Manifestement, ça va être annuel, hein, cette journée des développeurs. Donc, il sera certainement l'occasion aussi d'annoncer des nouveautés à chaque fois. Donc, voilà. Je sais pas, ton avis, ton opinion. Je veux pas critiquer le sujet de mon collègue ici, mais la présentation d'OpenAI est très business, tu vois. Donc il y a quelques annonces, mais ça reste ici du business. Je ne vois pas une magique révolution. Ok, on ouvre les trucs, on ouvre les modèles, etc. Mais ça reste faire de l'argent ici. Donc... Non, oui, bien sûr. Mais la révolution, entre guillemets, puis je repasse la réponse à l'autre Sébastien, c'est ce que je disais là tantôt, c'est cette idée de créer un écosystème avec un store, avec... c'est que du business, tu vois. On est d'accord. C'est pas lié à l'IA. Non, mais on n'a pas dit que c'était nécessairement lié à l'IA. Ça fait partie de l'ensemble. Non, parce que tu me demandes si je change d'avis sur l'IA. Non, mais il y a rien qui change d'avis sur l'IA. Non, il n'y a pas grand-chose qui change d'avis sur l'IA, t'as raison. Mais sur l'idée globale. Mais avant de repasser la parole à mon collègue qui trépigne, on l'a utilisé pas mal au boulot pour s'amuser, pour créer des images, pour générer du texte. Du coup, tu licencies les gens. Non. Bravo. Non, c'est utile à certains moments, mais de là, on n'est pas encore à quelque chose de en entreprise d'utilisable en production sans qu'il y ait des humains qui bossent derrière. Donc,
c'est du niveau du stagiaire bourré, hein, comme tu l'as déjà dit aussi plusieurs fois. Et les images, parfois, oui, tu l'as déjà dit. Parfois, c'est qualitatif et parfois pas. Les derniers modèles sont quand même vachement qualitatifs. Donc c'est assez intéressant. Mais disons que le stagiaire est un peu moins bourré. Le stagiaire reste un stagiaire, mais il est beaucoup moins bourré, on va dire. Ouais, mais ça reste un stagiaire. Mais ça reste un outil, hein, comme on a fait des silex pour faire du feu et d'autres pour découper de la bidoche. C'est un outil, donc voilà. Jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas adhéré parce qu'effectivement, c'est pas mon trip direct. J'aurais préféré qu'on s'embarque dans les algos génétiques. Je trouvais ça passionnant. Les IA, ce sera des bouquins pour les vacances prochaines, l'année prochaine. On en reparlera dans la saison 11. Tu vois, c'est ce que je disais, donc ne me fais pas mentir. Donc, droit de réponse à l'autre Sébastien, rapidement. Non, c'est pas une... C'est pas une question de pas là. Non, pas du tout. Finish him. Il y a pas en informatique, il y a pas beaucoup de technologies qui sont transformationnelles, qui vont changer la manière dont on fait les choses. Et je pense que l'IA générative en est une. Il y a eu Internet il y a un peu plus de 20 ans, 25 ans, et je pense que l'IA générative est la suivante. Et je suis pas le seul à le dire. Je relaye des tas de gens très très intelligents qui disent la même chose. Sur l'aspect stagiaire bourré, je suis d'accord avec Marc, c'était les premières impressions qu'on avait à la première release de ChatGPT. Je rappelle que ces technologies sont basées sur les transformers, donc qui ont été décrits dans un papier scientifique il y a 6 ans seulement. La première implémentation grand public, c'était il y a 1 an seulement. On est à l'aube du possible et de ce qu'il y a moyen de faire, et je pense vraiment qu'il y a un potentiel pour changer la manière dont on travaille, pas pour remplacer les gens, pour changer la manière dont les gens travaillent. Seb, tu as dit c'est un outil, je te rejoins tout à fait, c'est un outil qui va venir s'ajouter à notre collection d'outils qu'on a, nous, les médecins, les développeurs, les avocats, les graphistes. Et nous on peut faire gagner du temps à utiliser cet outil. Dans certains cas, moi je l'ai vu dans certains comme domaines, Internet. Ça permet de faire gagner un peu de temps, voire beaucoup de temps, et de moins mobiliser des humains, entre guillemets, là où ils sont moins utiles, où leur apport a moins de sens, et de pouvoir les utiliser plus intelligemment. Donc voilà, ça fait partie du truc. Il faut voir si tout, enfin ça dépend de quoi on parle, hein. Il y a de tout là-dedans. Donc vas-y Seb, Oui, je veux dire, c'est effectivement, aujourd'hui, l'IA répond à certaines choses parce qu'il fait du génératif, donc c'est très bien, ça génère des images, ça génère des textes. Mais après, de penser que tu as un algo qui répond à tout et qui est aujourd'hui magique, on a encore pas mal de taf parce que si tu prends genre une détection de churn, alors je sais pas, vous connaissez pas le churn, donc c'est le fait qu'un consommateur abandonne un magasin. Ou une détection d'attrition, donc que tu as envie d'acheter un produit spécifique. Eh bien, ça paraît simple sur papier en disant tiens, est-ce que Sébastien a envie d'acheter le nouvel iPhone? Eh bien, en fait, c'est tellement dépendant de tellement de paramètres que tu peux pas sortir un truc générique comme un ChatGPT. Excuse-moi Sébastien, mais on va pas en faire un débat parce que c'est pas le sujet, c'est pas le dossier de la semaine. Oui, c'est pas faux, mais parce que tu me demandais si c'était fait. Donc, il y a encore du taf. Mais de nouveau, oui, il y a du taf dans ton domaine d'activité, Sébastien, mais tiens compte aussi du fait qu'il y a plein d'autres domaines d'activité qui en sont très contents en l'état. Oui, mais pour avoir une forme de réflexion, il n'y a pas. Oui, mais ça c'est autre chose. Mais et alors après, je suis d'accord avec toi, il faudra sans doute des intelligences artificielles entraînées dans des secteurs spécifiques. Il y a eu un exemple comme ça justement en médecine, en dermatologie, si je ne dis pas de bêtises. On a constaté que l'IA, je pense que c'était une IA de Google pour le coup, donnait un diagnostic visuel sur la vision d'un bouton ou d'un problème de peau, que sais-je, à 90 ou à 95%, quelque chose comme ça, mais que ça devait être validé par un médecin derrière. Parce que c'est un entraînement spécifique sur des variables spécifiques. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc ça veut dire que on y va, mais chacun n'aura pas tout de suite midi à sa porte. Il faudra les construire aussi. Ce que je veux dire, c'est que dans le modèle-là, tu dois définir les variables et tu dois calculer, vérifier sur quelles variables. Et donc, il n'y a pas aujourd'hui un métamodèle qui va pouvoir lui-même prendre ta question, prendre les variables. Et donc, il y a encore pas mal de choses à inventer dans les algos. Donc, ça a été fait ici dans le générationnel, mais dans d'autres secteurs, il va encore falloir faire d'autres trucs.
J'ai ouvert la boîte de Pandore, je suis désolé mes amis, on n'a plus le temps pour le dossier. Ce serait dommage parce que ça, je me réjouissais de ce... si on va le faire quand même, le dossier de la semaine, allez hop. Il y en a un qui est fatigué dans l'équipe, je vous dirai pas lequel. On l'a entendu bâiller, gorge déployée. Mais si, si, je l'ai entendu. Donc, on l'a bien entendu. Voilà. Il ne se tient plus. Ça part d'une news, il y en a comme ça régulièrement des news qui arrivent au sujet du cloud. C'est ici un rapport d'une société qui s'appelle Venafi, qui est une société spécialisée en sécurité informatique, qui a interrogé 800 responsables de sécurité et de l'IT, et il ressort de cette étude qu'il y a des risques de sécurité liés au passage au cloud, et que ces risques de sécurité seraient, semble-t-il, sous-estimés. On ne va pas rentrer dans les détails de cette news qui vaut ce qu'elle vaut, parce que régulièrement, comme ça, il y a des sociétés de sécurité qui sortent du bois avec une étude pour faire un peu... C'est le but, leur pub. En gros, ça ne veut pas dire que l'étude est mauvaise, ça veut dire que peut-être que les conclusions sont peut-être un petit peu orientées pour une raison X ou Y. C'est pas le but de ce dossier. L'idée du dossier de cette semaine, c'est un truc dont on avait déjà évoqué la possibilité dans des épisodes précédents, parce que de temps en temps, l'un ou l'autre prêche, on va dire, pour l'une ou l'autre des religions, cloud ou pas cloud, révolution digitale ou mirage technologique, j'ai envie de dire. Avant de commencer... c'est ChatGPT qui t'a écrit alors, rigole pas, mais oui. Celui-là, oui. Je à moitié. Son style. à moitié. Enfin, j'ai pris 2 titres qui m'a généré et j'en ai fait un. Mais voilà, j'étais pas inspiré. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Donc, on commence avec qui ? Avec Sébastien, forcément, mais le Sébastien qui va nous expliquer ce que c'est le cloud. Sébastien. Ben déjà, enfin très simplement, le cloud, ma définition du cloud, c'est la fourniture. On dit fourniture ? La formation. Oui, fourniture. non, la fourniture. C'est le fait de fournir. De la capacité de calcul ou de stockage comme un service. Donc là où avant, dans l'ancien mode, il fallait aller acheter des serveurs, les mettre dans des racks, les mettre dans un data center, installer des systèmes d'exploitation, des patchs, etc. Ce qui est très gai pour des ingénieurs système, ils aiment bien faire ça, mais qui n'a pas vraiment de valeur ajoutée pour le business, parce que tout le monde doit le faire. C'est un peu moi ce que j'appelle la plomberie de l'informatique, qu'on soit une banque, qu'on soit un organisme gouvernemental, une start-up ou un hôpital. On a tous besoin de serveurs avec du Linux ou du Windows et des services de base, de monitoring, etc. Donc la capacité de fournir cela comme un service, ça veut dire quoi ? Un accès à la demande libre, c'est-à-dire je vais sur un site web, je dis voilà, j'ai besoin de 3 virtual machines, j'ai besoin d'une base de données de 5 gigas et je la reçois sans nécessairement devoir appeler un commercial et dire voilà, j'ai besoin de ça, oui ok ça va, vous pourrez l'avoir dans 3 mois, pouvoir l'avoir à la demande quand on a besoin et facturer sur un mode à la consommation. À la consommation. L'analogie que je prends souvent, c'est l'électricité. Il y a 200 ans, je voulais moderniser mon usine, je voulais des machines-outils qui fonctionnent à l'électricité. Il n'y avait pas de fournisseur d'électricité, Engie n'existait pas. Je devais fabriquer mon générateur d'électricité dans la cave. Je devais engager un ingénieur pour opérer cette machine. C'était probablement le CIO, le Chief Electricity Officer de son temps, qui allait fournir de l'électricité pour faire tourner mon usine. Maintenant, plus personne ne viendrait à l'idée, sauf dans des cas très spéciaux, et on peut y revenir, mais de fabriquer sa propre électricité. Si, tout le monde le fait maintenant. Avec des panneaux solaires. Je vais acheter un abonnement. Il y a quelqu'un d'autre qui va faire de l'électricité. Et cette électricité va m'être fournie comme un service à la demande et je vais payer à l'utilisation. C'est-à-dire, je paierai plus si j'utilise plus d'électricité et moins. L'électricité est à peu près standardisée maintenant. Enfin, ça dépend encore des pays. Les prises sont à peu près standardisées. Ouais. Et donc, je peux très facilement obtenir de l'électricité comme un service. C'est bien le cloud, c'est obtenir des services informatiques, de la capacité de calcul et de stockage comme un service à distance. Ça, c'est la définition, ma définition en tout cas, du cloud. Alors,
la définition selon Wikipédia, et après je passerai la parole à Sébastien quand même, c'est le cloud computing ou l'info nuagique, comme je disais là tout à l'heure au Canada, c'est la pratique consistant à utiliser des serveurs informatiques à distance et hébergés sur Internet pour stocker, gérer et traiter des données plutôt qu'un serveur local ou un ordinateur personnel. Et puis après, il y a 14 pages de texte, évidemment, parce qu'on peut rentrer dans le détail, mais sur la base, la définition, elle concorde à ce que tu viens de dire. À ce que je disais, merci Wikipédia. Voilà, c'est ça. Voilà. Avant de passer la parole à Seb, je voulais encore dire les grands acteurs du cloud. Il y a des centaines d'acteurs il y a encore des centaines. Il y a des centaines d'acteurs de cloud en préparant ce dossier. J'en ai découvert des dizaines et des dizaines dont j'avais jamais entendu parler. Mais globalement, quand on parle des hyperscalers du cloud, il y en a 4 essentiellement qui sont par ordre alphabétique. Alibaba en Chine. Amazon Web Services, donc la division d'Amazon, Google et Google Cloud et Microsoft. Et puis il y en a des tas d'autres, les grandes sociétés informatiques traditionnelles, IBM, et des spécialisés. Puis des acteurs spécialisés. Pour parler des Français, il y a Scaleway, il y a OVH qui s'est lancé dans l'hébergement d'abord, qui a migré sur le cloud. Après, l'hébergement, pour moi, c'est pas la même chose. Je sais pas si on aura le temps d'en parler après. Clever Cloud, et il y en a des tas d'autres. Ok. Passons la parole à Sébastien parce que c'est un jeu de ping-pong entre vous et on s'en amuse souvent. Toi, Sébastien, tu préfères tes data centers, donc tu préfères l'ordinateur personnel, tu préfères l'avoir sous la main, physiquement, matériellement, quasiment à ta botte, et pas partager avec les voisins. On ne partage pas son nuage. Oui, alors après, sous la main, pas totalement, parce que je suis pas totalement fou. Je mets ça dans un data center où il y a effectivement toute une série de protections, que ce soit parce qu'il y a plusieurs réseaux électriques, il y a tout ce qu'il faut, si ça brûle, etc. Il y a la redondance dans tous les sens. Néanmoins, effectivement, là-dessus, on a une petite armoire, une grande armoire avec des machines qui nous appartiennent, et si la machine est cassée, on prend un tournevis, on va changer un truc. Donc ça, effectivement, c'est toute une série de contraintes que Sébastien remettait sur le tapis assez logiquement, même si je suis pas tout à fait d'accord avec le principe qu'ils me disent que c'est l'ancien monde, parce que l'ancien monde, si on reprend vraiment l'ancien dans l'histoire, il y a une forme de cyclicité dans l'informatique, c'est-à-dire que comme dans le reste, mais en informatique c'est amusant, c'est que d'abord on avait des mainframes où on avait tous donc notre gros cloud, c'était un mainframe, on avait un écran avec un clavier, et tout était centralisé sur une machine. Et puis on a eu l'ordinateur personnel, et puis on revient sur une forme de centralisation sur certains gros acteurs. Au niveau pricing et technicité, je suis pas. Ça dépend vraiment de comment tu vas aller l'utiliser aujourd'hui. Et je pense que les deux modèles, ils s'opposent pas vraiment. Ça dépend de ton usage. Donc tu vois, si demain tu vas faire un site où tu as besoin de centaines de milliers de visiteurs, mais que ça va durer 2 jours, tu vas pas acheter des machines, ça n'a aucun sens. Tu vas prendre l'usage sur un Azure, un Amazon ou que sais-je. Et tu vas faire tourner ton truc, et après tu payes pour ton trafic et tu le fermes. À partir du moment où c'est des choses où tu as besoin de tout le temps pour ton entreprise et que tu as des ressources qui sont toujours utilisées à un certain niveau, le calcul doit être fait différemment, parce que peut-être que tu as un usage que tu as besoin, que tu peux gérer en interne, qui, d'un point de vue coût, c'est un point, mais c'est pas toujours le plus, c'est pas que le plus important. D'un point de vue savoir-faire, est important aussi pour ta boîte. Et pourquoi là-dessus? C'est un des articles que j'ai mis, qui était un point de vue intéressant d'un des gars, c'est que c'est le coût, même si effectivement le hardware a baissé, le cloud a augmenté, je dis ça, je dis rien, c'est que le coût n'est pas la seule plus-value dans le fait de gérer ton infrastructure. C'est-à-dire que tu vas effectivement prendre une série de machines, et tu vas avoir un certain nombre de ressources qui sont dispo pour ton entreprise, et tu vas vouloir les exploiter au mieux. Et donc à partir du moment où tu les as, parfois tu vas pousser les trucs un petit peu plus loin que si c'était une machine que tu louais sur le cloud, en disant oui, mais j'utilise que ça, je paye que ça. D'un autre côté, tu les as, tes machines, elles sont rentabilisées par ton activité, et tu peux aller faire un petit peu plus loin. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on a une série de machines. Si demain on veut ouvrir le capot
changer des disques en se disant en fait non, maintenant on va passer à des trucs un petit peu plus puissants au niveau des disques parce qu'ils sont sortis, bah c'est facile, je les remplace, je mets les nouveaux disques et c'est parti, on va pouvoir gagner en perf là-dessus. Mon investissement sera un minimum. Donc il y a vraiment toute une série de choses où tu te dis il y a des avantages à gérer ces machines soi-même, il y a des inconvénients, mais ça se réfléchit. Il n'y a pas de raison de prendre une option absolument plutôt qu'une autre. Ôte-moi d'un doute, ou ôtez-moi d'un doute l'un ou l'autre, un changement d'infrastructure, comme tu parlais de disque dur par exemple, ou de mémoire, ou que sais-je, on peut le faire dans le cloud aussi. Enfin, on peut le commander et faire une migration avec même peut-être la possibilité de faire un rollback plus facilement, même peut-être que de sortir le tournevis. Je sais pas, je veux pas être... Je suis censé être neutre. Je suis suisse. Je sais pas, l'autre Sébastien pour... je prends un exemple personnel, tout petit, enfin à l'échelle j'ai un serveur qui tourne dans le cloud pour des besoins de messagerie, de relais email, de domaine et des trucs comme ça. C'est un serveur qui était up depuis 2-3 ans et je me suis dit tiens, ça serait bien de le passer à la dernière génération de hardware. Ça m'a pris 5 minutes, stop, changer le modèle de machine, start, et voilà, il a redémarré sans aucun investissement upfront, là où avant j'aurais dû commander un nouveau serveur, le mettre dans un rack, l'installer, migrer les données, etc. Alors là, c'est à mon échelle personnelle, évidemment, hobbyiste, mais imaginez ça à l'échelle de milliers de serveurs de grandes entreprises. Cela dit, c'est de plus en plus le cas aussi des hébergeurs web qui te permet assez facilement d'upgrader ton compte, la puissance du processeur, la quantité de RAM, etc., etc. Mais je referme la parenthèse parce que c'est un peu hors sujet, mais voilà, tout ça pour dire que techniquement c'est réaliste, quoi. Donc oui, on entend l'argument de Sébastien. C'est compliqué du coup. Le Sébastien pas Cloud, mais en même temps il y a. Alors moi, l'argument que j'entends clairement, c'est la spécificité du job. À partir du moment où tu as un job très spécifique, c'est peut-être plus simple de maîtriser soi-même son hardware et ses serveurs et de les administrer soi-même que de commencer à je vais dire, mettre des guillemets, à l'expliquer à quelqu'un d'autre pour qu'il le fasse, et que voilà, etc. Est-ce que c'est là-dessus qu'on est ou pas, Seb? Alors, quand je dis Seb, c'est celui en noir. Quand je dis Sébastien, c'est celui en gris. Ah d'accord. Oui, alors c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'au moment où on a monté les machines dont nous on avait besoin, soit elles n'existaient pas dans le cloud, on n'en avait pas envie, c'est pas ça, mais soit elles n'existaient pas, soit sur certains c'était un prix qui était inabordable parce que c'est des machines qui ont des spécificités. Soit en perf ou en mémoire qui sont hyper importantes parce que voilà, on a fait des choix techniques où effectivement on a un gars qui est déjà venu, qui nous aide beaucoup, que je salue, Fred, qui nous écoute parfois, qui monte des dizaines et des dizaines de machines chaque année, des racks et compagnie. Il dit c'est la première fois que je vois ce genre de machine parce que c'est inhabituel. C'est spécifique. C'est hyper spécifique. Et donc on va vraiment chercher des performances dans certains endroits. Et donc oui, on en a besoin et c'est beaucoup plus facile de les gérer soi-même parce que tu as un savoir-faire des coups sur tes machines que tu ne retrouves pas dans une machine tout public. Et puis une fois qu'elles sont déclassées, on leur fait une seconde vie et on utilise ces machines pour d'autres utilisations. Donc, on a une petite boîte qui fait du cloud. Alors, mais c'est des machines avec au moins 1 et si pas plus de téra de mémoire, et donc à l'époque louer ce genre de machine, c'était un rein et le deuxième sur le bière, quoi. Donc l'évolution des prix aussi, sans doute, favorise certains choix et pas d'autres. Enfin voilà, ça dépend un peu de ceux dont on a envie d'investir le plus. C'est une question de priorité. C'est le mot que je cherchais depuis là tantôt. Quelles sont les priorités des uns et des autres? Mais Sébastien, justement, ça me permet, Sébastien, ça nous permet de passer au chapitre suivant déjà et de réfléchir à pourquoi les entreprises de manière générale, très générale, choisissent le cloud, justement. Dans la majeure partie des cas, l'informatique aujourd'hui c'est une commodité, c'est-à-dire les serveurs sont les mêmes pour tout le monde. Ce qui fait la différence c'est le logiciel, et donc
aller mettre des serveurs dans un rack, etc., ça n'apporte pas de valeur ajoutée, comme j'ai dit tout à l'heure. Tout le monde doit le faire. Il vaut mieux dégager du temps des équipes pour travailler sur la valeur ajoutée qui fait que votre application est mieux que celle de vos concurrents, plutôt qu'aller brancher un patch réseau ou aller installer des patchs Linux sur des machines. Alors pourquoi les sociétés choisissent le cloud? L'agilité. Moi, j'ai été consultant, j'ai travaillé dans des banques, j'ai travaillé dans des institutions européennes, etc. Et on devait pleurer pour avoir un serveur en plus pour faire nos tests de charge, pour faire... Tiens, on avait oublié un serveur en plus de développement, il faut 3 mois et des formulaires, etc. La première fois que j'ai vu une console cloud, c'est il y a plus de 10 ans déjà, j'avais l'impression d'être un enfant dans un magasin de jouets ou de bonbons. Waouh! Je fais clic, 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 j'ai mes instances, j'ai mes machines virtuelles et je peux commencer à déployer. Donc l'agilité, pour obtenir de la capacité de calcul ou de stockage, ça permet d'expérimenter des idées aussi. Tiens, je voudrais essayer cette nouvelle API, ou je voudrais essayer un truc, j'ai besoin de 5 GPU, etc. Avant, il fallait peut-être réfléchir à 2 fois en disant, ouais, mais c'est un investissement, si jamais le projet marche pas, on va rester avec ces machines-là. Maintenant, j'essaye, je paye quelques heures, quelques jours, quelques mois, pour que ça marche, tant mieux, ça marche pas, tant pis, j'arrête de payer. Donc l'agilité. La scalabilité. Alors là, Seb l'a mentionné, tout le monde n'a pas besoin de scalabilité. Il y en a qui ont des workloads extrêmement constants, mais il y a beaucoup de gens qui ont des workloads extrêmement variables. Ne fût-ce que des entreprises qui ont de la variabilité avec des pics d'activité pendant la journée, et puis pendant la nuit, les serveurs ils font quasiment rien, puis pendant la journée ils retravaillent, sans même parler de la scalabilité extrême d'un Amazon par exemple qui doit raquer des milliers de serveurs à l'époque des fêtes de fin d'année par exemple. Pour Oui, payer les pics de trafic. j'ai un exemple un peu commun, mais je me rappelle d'une news qu'avait traité Benoît, un membre de l'équipe depuis longtemps, et c'était il y a longtemps, où avait été fait appel à un service de cloud pour mettre en place une application de jeu liée à un programme de télévision. Je pense que c'était en Angleterre, où il s'attendait à avoir une charge, un pic de charge au moment de la question, et puis rien autour, en gros. C'est ça un peu l'idée. Et que non seulement ils avaient utilisé ça, le service de cloud, pour cette raison-là, mais qu'ils avaient éprouvé leur applicatif aussi en attaquant, en floudant quelque part leur propre application par le même biais. Donc ça avait 2 sens intéressants dans ce cadre-là. Mais c'est un exemple parmi d'autres. Il y a plein d'exemples. Le retail qui fait des ventes flash, les médias qui ont des jeux, comme tu l'as dit, ou des compétitions sportives, les groupes de presse, de news, qui ont tout d'un coup une élection présidentielle, un attentat, enfin des choses. Il y a plein d'exemples, en plus de l'exemple traditionnel. Simplement la scalabilité jour-nuit et week-end sur un business normal. Le cloud peut ajuster la capacité automatiquement, donc arrêter les serveurs quand ils ne sont pas utilisés, les redémarrer quand ils sont utilisés, et donc économiser sur les périodes de nuit, de week-end, etc. Troisième avantage, j'en ai 7 au total, je vais essayer d'aller vite. L'automatisation. Dans le cloud, on peut tout automatiser. C'est-à-dire, je peux déployer un serveur à partir d'un script. Je peux écrire du JavaScript, je peux écrire du Python et construire toute une infrastructure, base de données, réseau, interaction, utilisateur. C'est-à-dire que une fois que j'ai automatisé ça, je peux répéter des environnements. Un développeur dit, tiens, j'aurais besoin d'un environnement de test pour tester ça. On réexécute un script et on lui crée la même infrastructure que la prod, avec les mêmes données, de manière à pouvoir tester du code. Donc on peut automatiser des déploiements d'applications beaucoup plus facilement que ce qu'on peut le faire, puisqu'on a on-prem, on a quand même limité par la capacité physique qu'il y a dans un rack. On ne peut pas bouger les murs nécessairement ou racheter plus de machines. Quatrième, déploiement global. Seb, tu disais que c'était centralisé, mais le cloud est extrêmement décentralisé. Pour prendre l'exemple du cloud que je connais bien, il y a 34 régions dans le monde où il y a des groupes de data centers. Je parlais à un acteur qui travaille dans le monde du retail, Cézanne, pour ne pas le nommer. Je pense pas que c'est vraiment le cœur de cible des auditeurs des technos, mais enfin c'est une marque de vêtements essentiellement en ligne qui vend bien, et qui me disait on a ouvert une boutique virtuelle au Brésil. Avant, on aurait dû envoyer quelqu'un, trouver des data centers, faire un partenariat avec des gens, etc., les déployer dans le logiciel. Avec le cloud, ils prennent leur script. Vous vous souvenez de l'automatisation dont je parlais avant, qui permet de déployer sur une région en France, par exemple, et ils redéploient exactement la même infrastructure au Brésil pour être au plus proche de leurs clients. Donc le déploiement global, en quelques clics dans la console ou par des scripts. Les coûts, alors là je sais que c'est un domaine où on va s'achoper avec Seb, mais la plupart des clients cloud auxquels je parle disent soit on a baissé les coûts par rapport à du on-prem, soit on est à coût constant mais on fait beaucoup plus de choses. Et une des raisons pour lesquelles il y a la perspective que le cloud coûte plus cher, c'est que le cloud permet de
de visualiser toute une série de coûts qui sont cachés dans les entreprises d'habitude. Quand on a un data center, il y a toute une série de coûts, le building, l'assurance, le système de détection d'incendie, peut-être une partie d'électricité, du personnel, qui sont tout à fait cachés. Tandis qu'avec le cloud, on voit pour chaque application, au centime près, combien cette application nous coûte. Donc oui, ça peut faire peur au début, et souvent si on migre tel quel, sans réfléchir, ça coûte plus cher, il n'y a aucune discussion là-dessus. Après, il y a des tas de techniques d'optimisation. Ouais. Je termine l'idée. Ouais, vas-y. Non, mais le truc, c'est que sur les coûts liés à l'infrastructure, tu nous disais la redondance, l'incendie, etc. Ça a déjà été évacué en utilisant les services d'un data center. Donc, on ne va pas devenir tout d'un coup data center soi-même. On peut encore utiliser un service ad hoc pour ça. Je parlais des gens qui ont leur data center chez eux, des entreprises, des chaînes de retail, etc., qui gèrent leur propre data center. Et souvent, les clients nous disent, il y a cette phase première où oui, ça coûte plus cher, les premières factures, c'est waouh, et puis on commence à optimiser, on commence à réfléchir, et on se dit tiens, pourquoi on faisait les choses comme ça? Simplement parce que par habitude, et maintenant que tous ces coûts sont vraiment individualisés à l'unité près, au kilobyte là, et au CPU là, on commence à optimiser son architecture en fonction des coûts. Ça devient un nouveau métier d'ailleurs, ça s'appelle du FinOps, Financial Operation, arriver à optimiser ses coûts, et la plupart des boîtes qui font du FinOps arrivent à diminuer les coûts par rapport à une solution on-prem. C'est une compétence que la boîte paye aussi. Oui, bien sûr. Ça fait partie. Il y a même des boîtes de consulting qui font ça. Je connais des gens dont c'est le métier, qui disent donnez-moi votre facture cloud et je vais vous la diviser par autant, et qui prennent une commission sur les montants économisés. Donc c'est un nouveau métier aussi. Ça aussi sur les factures de chauffage, parce que j'ai une facture de chauffage. Oui, ça s'appelle des spécialistes en isolation. Ah, oui, c'est ça. Je termine rapidement avec la sécurité. Souvent, il y a beaucoup plus de sécurité dans des infrastructures cloud, des hyperscalers, que ce qu'on peut avoir on-prem. Quand j'ai travaillé dans des banques ou quand j'ai travaillé dans des institutions publiques, j'ai vu des choses horribles, des portes de data center coincées par une fourchette pour ne pas devoir ouvrir et aller fermer la porte tout le temps. Moi-même, personnellement, je suis une fois rentré dans un data center d'une institution européenne. Avec une petite cuillère. Pardon. Non, un vendredi soir, pour aller rechercher une machine qu'on avait laissée là-bas en prêt. Je devais aller la rechercher. Et j'ai juste dit au gars de sécurité, je suis de la société XYZ, je vais chercher un serveur. Il m'a laissé rentrer dans le data center. Bon, moi, je savais ce que je faisais. J'ai été enlevé et débranché une machine, la mienne. Je l'ai enlevée et je suis sorti avec la machine sous le bras. C'est pas très sérieux. De tout le monde, ce sont des choses qui peuvent pas arriver chez les fournisseurs cloud, quels qu'ils soient. Mais sécurité, alors là aussi, il y a beaucoup de débats et on pourrait faire un dossier sur la sécurité. Et le dernier point que je voulais ajouter, c'est le Green IT. Tous les clouds font extrêmement attention à leurs sources d'énergie, à la manière dont ils utilisent le refroidissement, l'eau, au recyclage des composants, etc. Souvent, nos clients nous disent, ou les clients nous disent, j'arrive à rentrer dans mes objectifs d'émissions carbone, etc., grâce à la migration cloud, ou en tout cas, ça me permet de visibiliser, parce que la plupart des providers ont des dashboards, etc. On peut voir le coût carbone de telle application, de telle base de données, etc., ce qui est très difficile à faire quand on est on-prem. Donc, les clouds sont plus verts que l'infrastructure on-prem. Ça dépend des infrastructures une fois de plus. Ne généralisons pas. Ne généralisons pas trop vite. C'est ça, parce que si tu prends le data center dans lequel on est, l'électricité, c'est des champs à côté avec des panneaux solaires. Et donc, et le champ d'en face, c'est une éolienne qui génère le truc. Donc, voilà, donc un cas n'est pas long. Et donc, oui, c'est ça. Je comprends les arguments, mais dans l'ensemble, tu peux trouver des machines que tu vas gérer toi-même avec de l'énergie propre, c'est le cas, et c'est un Amazon ou un Microsoft n'ont pas l'apanage de pouvoir générer de l'électricité verte. C'est pas impossible. L'exclusivité, tu veux dire? Parce que la capacité, ils n'ont pas l'exclusivité. Oui, l'exclusivité. Ils n'ont pas l'exclusivité. Comme on l'avait dit, vous avez tous compris ce que je voulais dire. Merci pour la correction. Donc, ils n'ont pas l'exclusivité de l'énergie verte, ils n'ont pas l'exclusivité de la sécurité. Je essaye de rentrer dans le data center où on est. Probablement que tu vas prendre une balle avant de rentrer. Parce que le garde, il est armé et je te jure qu'il n'est pas gentil. Sauf quand on est dedans avec le badge, il est gentil. Et puis, le coût...
à la facture, je sais exactement ce que le truc me coûte, j'ai la location de mon mètre carré, ma bande passante, mon électricité, tout est calculé. Donc il y a des arguments qui sont assez faciles. Je comprends l'agilité de la solution, mais sur d'autres, c'est pas impossible. Après, ça dépend de ce que fait ta boîte. Un mec qui vend des vêtements, je comprends qu'il n'ait pas envie de développer ce fait d'avoir cette connaissance en interne et d'avoir les techs pour pouvoir gérer ce truc. C'est pas son boulot, qu'il le file à quelqu'un d'autre, c'est très bien. Certaines boîtes techniques qui sont, oui, startups spécifiques dans la tech avec des services spécifiques, je pense que avoir cette compétence en interne et de pouvoir gérer son infrastructure de manière responsable, ça c'était un autre point, c'est que si tu la gères de manière responsable, tes coûts sont à l'avenant, c'est-à-dire que tu vas avoir une machine et c'est clair que l'argument, tu dois rajouter une deuxième machine, tu dis, je vais claquer 10-15 000 balles, ça te fait un deuxième trou. Et donc, tu vas essayer d'éviter de le faire, et donc pour essayer d'éviter de le faire, tu dis, peut-être que je vais essayer d'optimiser ce que je fais. Peu de boîtes le font, mais il y a moyen d'optimiser, et quand c'est ta machine, tu fais attention derrière pour essayer d'optimiser ton code, pour dire, bon, on va pas essayer de déconner, les gars, on va pas avoir 200 serveurs sur un truc qui pourrait tourner sur un Raspberry quand même, quoi. Et c'est là où les opinions ingénieurs actuels. Là où les opinions peuvent diverger, si je comprends bien tout le débat entre vous, c'est que il y a des boîtes dont la raison profonde c'est l'informatique, enfin c'est la base du fonctionnement de l'entreprise. Elle est construite sur de l'informatique. Et puis il y a des sociétés qui se servent de l'informatique pour arriver à leur fin. Et c'est une démarche peut-être un peu différente, et c'est la raison pour laquelle dans des boîtes qui sont des boîtes d'informatique, on a les gens, les ingénieurs qu'il faut, parce que c'est en plus de ça fait partie d'une philosophie de travail. Et puis quand on fait, comme tu disais, vendre des fringues, le vendeur de fringues, sa philosophie, c'est pas de faire de l'informatique, il en a besoin pour vendre ses fringues, il va peut-être plus facilement déléguer cette tâche à un tiers, un service de cloud ou un service externe ou que sais-je. Juste ou pas juste? Ouais, c'est peut-être un peu fort schématisé, mais dans l'ensemble, la ligne est un petit peu là. Il y a peut-être des boîtes qui vendent des vêtements et qui ont besoin d'avoir des techs Zalando. Probablement qu'ils ont une série de techs ou je sais pas s'ils hébergent tout ou si... peut-être que Sébastien le sait d'ailleurs ça, mais voilà, c'est difficile de dire tous les vendeurs de vêtements vont aller dans du cloud ou pas. Non mais attends, attention, c'est pas parce qu'on est dans le cloud qu'on n'a plus besoin de tech, hein. Au contraire, on a toujours besoin de tech. Et le métier change, au lieu de mettre des serveurs dans des non, il y a l'intelligence artificielle maintenant. Mais il y a toujours un besoin de compétences techniques, d'architecture, de systèmes, etc. Je suis pas en train de dire que le cloud remplace les équipes tech non, mais celle des infra, oui, évitablement. Non. Une partie. Non. Si tu continues à les payer, en plus, on est mal. Ils travaillent différemment, mais créer des scripts pour gérer des infrastructures, lever des alertes, savoir quoi monitorer, être capable d'automatiser l'infrastructure, c'est une manière un peu différente de travailler quand on a des serveurs physiques, mais il y a toujours besoin des gens d'infrastructure. Oui, alors je te rassure, quand on a des serveurs physiques, on a aussi toute une automatisation avec des VM, ce qu'on va monitorer, etc. Le job est pas si différent finalement. Hein. C'est juste c'est juste la possession et la virtualisation en fait. T'as pas besoin de posséder ton serveur, tu peux. Enfin, moi j'essaie de vous mettre d'accord. Vous voulez pas. Dernier point qui me fait titi, et c'est aussi là, c'est plus de géopolitique. Il faut accélérer. Oui, je vais accélérer, ça va aller très vite celui-là. C'est que le cloud aujourd'hui, comme le mentionnait Sébastien, la plupart des gros acteurs, c'est des puissances étrangères. C'est pas, il y a ça. Alors c'est sûr qu'il y a un petit peu d'OVH, il y a des trucs qui commencent à fristouiller en Europe. Mais globalement, quand tu discutes dans une boîte qui dit je fais du cloud, le premier il va chez Amazon, le deuxième il va sur Azure, et puis le troisième il va chez Google. Après t'as des trucs privés, t'as d'autres boîtes qui vont faire des trucs comme IBM, Salesforce, Adobe et compagnie, mais c'est toujours des boîtes américaines ou c'est des boîtes chinoises. Et donc c'est encore aujourd'hui ce contrôle par l'Europe
Oui. Ça manque un peu. Mais ça, la guerre du cloud, l'Europe l'a perdue, il faut être honnête. Ça va être difficile de rattraper le temps. On peut rentrer dans ce débat-là aussi, mais on est parti pour un autre tour de manège. Oui. La souveraineté des données, c'est le fait de savoir où sont mes données, qui y a accès et ce que j'en fais. Et tous les hyperscalers fournissent des outils extrêmement convaincants, qui ont été d'ailleurs audités, ils ont reçu tous des certifications ISO machin, certification C5 en Allemagne, PCI machin, qui garantit que les mécanismes de contrôle qui sont mis en place assurent que seuls les clients ont accès à leurs données et seuls eux peuvent les accéder, qu'elles restent sur un territoire défini à un moment donné. Alors on peut rentrer dans tous les débats juridiques, j'ai entendu le mot Schrems. C'est important. Il y a des gens qui challengent ça en justice pour le moment. Pour le moment, il n'y a pas encore de décision. Il y a tout un framework d'échange de données entre les États-Unis et l'Europe qui est en train de se mettre en place, qui est contesté, qui est revisité, qui est recontesté, qui est revisité. Mais la réalité technique, elle est là. Aujourd'hui, un client d'un hyperscaler, il choisit où sont ses données restent à un endroit donné, et il a entièrement la maîtrise sur qui, dans son organisation, peut accéder à ces données. Dans son organisation, ça c'est assez logique, mais dans l'organisation du service de cloud aussi. C'est la question. C'est la question. Le service de cloud est conçu pour que les employés du service de cloud ne puissent pas accéder aux données de leurs clients. Ok, c'était une question. Mais voilà, je m'arrête. Parce qu'effectivement, c'est tout le débat avec Schrems, et où effectivement les Américains ont un devoir, les sociétés américaines, même de donner l'information à la justice américaine, si c'est demandé, sans même devoir avertir qui que ce soit, même si c'est sur des données qui sont à l'extérieur des États-Unis. Donc, si effectivement Microsoft a une machine à Bruxelles et qu'il héberge le site des technos et que l'FBI dit « je veux les données des technos », Microsoft va devoir les donner. Et donc, dans la plupart des cas, tu ne seras pas forcément au courant. Et donc, ça c'est le point sur lequel ils se sont battus. Mais début d'année, on a eu besoin de pétrole, de gaz, et l'Europe a fait volte-face en disant « tiens, finalement, on va quand même être gentil avec les Américains ». Donc, il y a un jeu géopolitique derrière. Oui, par contre, la question s'est reposée par rapport au service chinois, mais c'est une réalité aussi. On en a déjà parlé maintes fois. On peut pas l'enlever. Bien sûr. Oui. Amazon a un rapport public assez amusant sur ce sujet-là, où il montre dans un rapport combien de requêtes ils ont reçues des différents gouvernements. Alors déjà, c'est pas le FBI, c'est la justice américaine, c'est un juge, c'est pas tout à fait la même chose. Et tu vois d'abord que les États-Unis sont pas les premiers dans ce jeu-là. Il y a l'Inde, il y a l'Allemagne, il y a la France qui fait plein de requêtes chez Amazon. Donc même déjà, contre qui on se protège. Oui, alors j'ai pas envie de donner... L'Inde, c'est pas européen d'abord. Et puis, j'ai pas nécessairement envie de donner mes données au gouvernement allemand, etc. Et puis, tu vois combien de demandes ils ont accédé, ils ont accepté parce que effectivement c'était légal, ils doivent respecter la loi comme ils font dans tous leurs pays. Et en ce qui concerne les entreprises européennes, sur les données de l'année passée qui ont été publiées, il y a 0 demande qui ont abouti. Il y a eu 0 demande des États-Unis, il y a eu d'autres demandes d'autres pays, mais il y a 0 demande. Donc il y a beaucoup de... Pourquoi je dis ça ? D'abord parce que cette information est publique. Je connais la source pour Amazon, je peux la mettre dans les notes du chat. Il y a certainement les mêmes données pour Microsoft et pour Google. Et 2, il y a énormément de FUD de dire voyez le grand méchant, vous risquez ça et vous risquez ça, mais la réalité est très très différente du FUD. Mais c'est pas une question de nombre, c'est une question de ça existe, et donc la loi existe, et donc à partir du moment où la loi existe, on peut l'appliquer contre toi. C'est un long débat, tu vois. Donc, il y a aussi un risque que la foudre tombe sur un data center on-prem. Ça existe. Et qu'est-ce qu'on fait contre ça ? C'est scandaleux, personne n'en parle. Par contre, non, mais je veux dire que c'est une possibilité. Vu l'heure qui tourne, c'est sur moi que la foudre va s'abattre, parce que là, on est presque très proche des 90 minutes d'épisode, et c'est beaucoup trop, j'ai envie de vous dire, parce que pour un jogging, c'est épuisant. Mais c'est passionnant. En tout cas, le sujet, on ne l'aura pas épuisé dans ce dossier-ci. Peut-être qu'on fera un dossier géopolitique un jour pour essayer de tracer les contours de cet aspect-là. On était plus sur l'aspect technique au départ, mais moins à l'arrivée. C'est comme ça, qu'est-ce que vous voulez. Sauf si vous vouliez encore ajouter juste un mot de conclusion, mais pas plus. Enfin, un mot et demi. Une phrase. Il y a beaucoup de choses qui seraient
pas possible aujourd'hui s'il n'y avait pas le cloud. On a parlé beaucoup d'intelligence artificielle et de generative AI. L'énorme quantité de CPU, GPU, de stockage qui sont disponibles grâce au cloud permet de débloquer des cas d'utilisation qui auraient été, si pas impossible, très très chers à faire avant. Et donc le cloud est un vecteur d'innovation également. Generative AI, c'est juste un, mais il y en a des tas d'autres. Il n'y avait pas un point à un moment donné dans cette phrase. Une phrase. L'autre Seb, du coup, pour conclure, hein, et après on va faire de dos parce que je suis fatigué. Non, je pense avoir tout dit. Il y a des solutions des deux côtés. Je voulais pas ça comme une guerre, mais je pense qu'il faut être, il faut être raisonné et réfléchir à son projet sur ce qu'on veut faire. Et il y a du bon dans les deux côtés, mais voilà, jusqu'ici, je reste avec mon tournevis parce que j'aime bien mon tournevis. C'est un bricoleur en fait, c'est pour ça. Oui, il y a des choses qu'on ne sait pas faire dans le cloud, faire de la pression 3D par exemple, c'est pas... je pense qu'on est arrivé au bout de cet épisode qui était passionnant, aussi bien pour sa première que pour sa seconde partie, qui est un peu plus longue que d'habitude. On est en train de battre des records. C'était les deux Seb que vous écoutiez dans cet épisode 421, si je ne dis pas bêtise. Oui, il y aura donc un épisode 422, vous vous en doutez bien, ce sera la semaine prochaine avec deux autres chroniqueurs, Aurélien et David, si je ne dis pas de bêtises, et si l'horaire ne change pas une fois de plus, ou le planning ne change pas une fois de plus, je deviens fou cette année, hein, je vous le dis franchement. Donc n'hésitez pas à commenter, mettre des pouces vers le haut, des étoiles, etc. sur les applications de podcast, de partager ces news et je le disais, de les commenter, mais voilà, mes deux petits camarades sont tout à fait disposés à répondre à vos questions ou vos interrogations dans les commentaires, que ce soit sur notre site lestechno.be ou bien sûr sur YouTube, là où vous nous trouvez également. Merci à tous les deux, on se dit à très bientôt. Ciao, ciao. Ciao, le plafond.